Bonjour, l'hebdo BTP s'intéresse aujourd'hui aux engins d'occasion. Les spécialistes belges sont intéressés par le marché algérien. Deux informations à retenir également aujourd'hui, la conformité à la norme ISO 17025 d'inspection et de contrôle et puis le renouvellement de gamme de chargement chez Caterpillar. Notre invité, Mohamed Hamidouche, économiste expert auprès des institutions financières internationales telles que la Banque mondiale qu'on retrouvera tout à l'heure. Comme sujet central du jour, donc, je vous le disais, après la promulgation de la loi de finances 2014, les spécialistes belges de la vente des engins d'occasion débarquent en Algérie. La promulgation de la loi de finances pour 2014 ouvre grand les portes du marché algérien aux spécialistes belges de la vente d'engins d'occasion. Avec plus de 22 ans d'expérience dans ses bagages, l'entreprise GH SPRL arrive en Algérie. Les produits qu'elle commercialise concernent aussi bien les travaux publics, les mines que les carrières. Cette société, qui se situe au cœur de Bruxelles, se veut l'un des plus grands centres européens de stock des pièces détachées des plus grandes marques. À titre d'exemple, l'on citera Donaldson, Cummins, Sandvik, Komatsu, Caterpillar, Bomag et Metso. GP SPRL dispose également d'une division groupe électrogène et engins de travaux publics d'occasion. La division de ces derniers a justement fait l'objet récemment d'une présentation pour le marché algérien au niveau de la représentation économique et commerciale de la région de Bruxelles-Capitale et de la région wallonne et la région flamande de Belgique en Algérie. Les brèves pour aujourd'hui, à retenir deux informations. D'abord, la conformité à la norme ISO 17025 d'inspection et de contrôle. Il faut savoir que 5 laboratoires sont déjà accrédités par Algerac. Et puis, la deuxième information concerne le renouvellement de la gamme chargement chez Caterpillar. La série M remplace la série K. Les chargeuses Caterpillar série K n'auront servi que durant 3 années seulement. Elles laisseront la place à celles de la série M. Ces dernières feront leur rentrée ce mois de mars à l'occasion du salon américain ConExpo Engins Travaux Publics. La principale nouveauté des chargeuses série M réside dans leur moteur étape 4 doté d'un réservoir d'AdBlue. On ne badine pas avec la sécurité. L'acte de construire obéit à des normes universelles et à des règlements techniques appliqués dans les matériaux utilisés dans la construction de logements. Il en découle que ces derniers doivent être évalués et analysés par des procédures et des techniques reconnues à l'international. Ainsi n'est pas laboratoire d'analyse et d'essai qui le veut. Seuls des laboratoires accrédités et reconnus compétents sont habilités à effectuer ces mesures de contrôle pour le compte des entreprises de réalisation dans le bâtiment. En Algérie, c'est Algerac, l'organisme d'accréditation sous tutelle du ministère de l'Industrie, qui tranche sur cette question. Il a justement accrédité depuis l'année dernière 5 laboratoires dans le CTC Sud, le laboratoire central des travaux publics, et 3 autres laboratoires rattachés au ministère de l'Habitat. Ces derniers se sont conformés à la norme ISO 17025 d'inspection et de contrôle. L'économiste Mohamed Hamidouche est donc notre invité du jour. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors tout d'abord, nous allons commencer avec vous à parler de cette politique du logement. Vous revenez souvent dans vos articles et dans vos interventions sur cette politique du logement. C'est bien évidemment directement lié à la problématique du bâtiment. Alors question toute simple, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que nous avons une politique du logement en Algérie ? Bon, clairement, non. On a ce qu'on appelle des programmes d'action qui se ressemblent d'un gouvernement à un autre. Et pour parler d'une politique de logement, il faudrait voir d'abord sur le côté réglementaire comment les différents dispositifs sont mis en place. Et de l'autre côté, le côté le plus important, c'est-à-dire le dispositif bancaire et financier, comment il accompagne cette vision de l'État. Et la politique du logement, elle diffère d'un pays à un autre. Donc, si vous permettez, je peux citer par exemple 3 pays différents.
Pour le cas, par exemple, des États-Unis, vous avez une loi, l'Act Housing, qui date depuis 1934. Et dans cette loi, on a mis en place c'est-à-dire un dispositif qui permet de financer le logement social. Alors, vous avez la Federal Housing Administration qui donne des garanties au profit des ménages qui veulent accéder à un logement. Et dans cette loi, il y a une logique qui est très simple, ce qu'on appelle le cycle du logement. Vous prenez un couple qui est tout jeune, qui veut accéder à un logement. Par conséquent, il a besoin d'un logement pour une famille très simple, modeste. Alors, l'accès à ce logement, il y a deux types, soit à caractère locatif ou accès à la propriété. Donc, généralement, les gens préfèrent, qu'ils soient américains ou autres, ils préfèrent la propriété. La propriété. Donc, vous avez, dans le dispositif, vous avez en plus de cette Federal House Administration qui donne ces garanties, donc vous avez le Fannie et le Ginnie. Donc, ces deux, ils permettent d'avoir des prêts hypothécaires. La deuxième, elle a pour rôle de faire marcher le marché secondaire dans l'immobilier et également titriser tout ce qui est vendable pour, c'est-à-dire retransmettre le risque à des spécialistes. Et vous avez enfin les banques qui acceptent de financer ces prêts grâce à la Federal House Administration. Vous parlez de l'exemple des États-Unis. En Algérie aussi, il y a des formules. Vous avez le social, location en vente, promotionnel. Et avec tout ça, on n'arrive toujours pas à régler définitivement ce problème du logement. Mais si je reviens au modèle américain, donc ça veut dire que vous n'êtes pas fixé dans un logement. Si on revient à ce couple-là, que je viens de le citer, donc il est jeune, arrivé à un certain moment, il a besoin d'agrandir ou d'élargir l'assiette foncière, d'élargir son appartement. À ce moment-là, il a tout un dispositif pour revendre son logement, pour accéder à un logement plus large. Dans la troisième étape du cycle, alors, ils étaient jeunes, il arrive à un moment où ils sont vieux. Donc, c'est-à-dire les enfants sont ailleurs, ils ont besoin d'un logement modeste, ils reviennent à la case de départ. Ça veut dire qu'ils vont revendre ce logement pour aller dans un logement plus ou moins. Voilà. Donc, alors, deux autres exemples rapidement, sans rentrer dans le détail. Oui, alors par exemple, si on voit aux États-Unis, en Allemagne, donc ce qui est clair, c'est le logement social. Le logement social, vous avez des formules, c'est-à-dire il n'y a pas un public destiné. 80% des Allemands qui accèdent au logement social, il est réglementé. On l'appelle social, pourquoi? Parce qu'il y a une réglementation en matière de location. Vous avez droit à cette réglementation pendant 15 ans. Et maintenant, c'est 80% des Allemands qui accèdent selon des critères de mobilité. Par exemple, maintenant, pour le cas français. Alors, pour le cas États-Unis, Allemagne et France. En France, ils ont une norme en matière de logement social, disons, sur le parc immobilier, sur 1000 habitants, vous avez 150 logements sociaux. Une demande de 400 000 logements sociaux. Alors, elle est accentuée sur la collecte de l'épargne à travers ce qu'on appelle, en dehors du livret bleu, vous avez différents types d'épargne, jeunes, co-dévis, etc. Donc, c'est des épargnes qui sont destinées à financer les types de logements, y compris le logement social. Vous avez les ex-HLM, donc, qui a changé. Donc, c'est une entreprise toujours publique, c'est elle qui réalise ces logements sociaux. Et vous avez des différents prêts pour permettre à accéder au logement. Très bien. Donc voilà pour ce qui est du logement et cette problématique du bâtiment. Alors maintenant, parlons un peu dans l'ensemble du BTPH et du rôle que joue et que doit jouer le BTPH dans une économie moderne. Est-ce qu'aujourd'hui l'économie algérienne, on va dire, intègre bien comme il faut ce domaine, ce secteur d'activité du BTPH? Vous savez, le BTPH, normalement, il a des indices qui doivent être publiés mensuellement, qui sont en relation d'abord à la demande, niveau de construction, les stocks et les ventes et les méventes. Donc, d'abord, ces indicateurs ou ces indices, ils ne sont pas publiés, donc il y a un peu du flou. Donc, le BTPH, on le retrouve généralement dans les chiffres lorsqu'on parle de la croissance. À ce moment-là, vous avez la participation du BTPH dans le niveau de croissance et
Tout le monde le dit, si le bâtiment va, tout va. D'accord. Donc, alors, je dirais que le problème maintenant du BTPH, même s'il est une des locomotives de notre économie, sauf que dans le financement, il reste toujours lourd. Oui, lourd parce qu'il est, c'est-à-dire parce que c'est des fonds publics qui interviennent directement sur le financement de différents types de logements. Et ça donne cette tendance à ce que tout le monde attend ces financements. En réalité, on n'est pas arrivé à une hauteur où le BTPH s'impose lorsqu'on parle On peut dire qu'aujourd'hui, il est créateur de richesse, il est pourvoyeur d'emplois, ce BTPH pour l'Algérie. Oui, mais vous savez, dans un pays comme l'Algérie, qui peut être considéré, qui peut être considéré comme un continent, vous avez toujours ces bâtiments, c'est-à-dire ce modèle qui est calqué, on le trouve partout. Mais je peux c'est-à-dire comme on a donné des exemples tout à l'heure des pays européens ou des États-Unis. Maintenant, si on va dans des pays tels que les Émirats, l'Arabie Saoudite, etc., ils sont arrivés maintenant à concevoir des gratte-ciel parce que dans la conception du bâtiment, le financement ne peut pas être obligatoirement local. Vous savez, le coût d'un gratte-ciel, il diffère c'est-à-dire il peut aller de minimum 600 millions de dollars jusqu'à 1,5 milliard. Donc, si on laisse cette conception du financement de logement, on n'ira pas loin. On n'ira pas loin. Voilà. Donc forcément, on doit un peu s'ouvrir à l'international, comme font pas mal de pays. Alors, la plupart, c'est-à-dire ils collectent l'épargne internationale à travers la bourse. Vous avez, lorsque c'est des grandes entreprises, qui ont certaines garanties, certaines assurances, ils peuvent collecter, en plus de l'épargne nationale, de l'épargne internationale, et avec ces garanties, on peut rêver à réaliser des gratte-ciel sur les wilayas au moins côtières. Ben voilà, on va terminer avec cette note d'optimisme. Merci. Merci. Mohamed Hamidou d'avoir accepté notre invitation. Voilà donc pour aujourd'hui. On se retrouve la prochaine fois.